Et de la sécurité nationale. J'ai été recruté par la CIA et je suis allé en Irak avec les militaires. J'ai travaillé à la Maison-Blanche sous le président Bush et le président Obama, deux dirigeants très différents, mais qui tous deux pensaient que les États-Unis étaient un pays exceptionnel. Vous trouvez ce même sentiment de patriotisme au Michigan, d'où je vous parle. C'est une ville de gens qui travaillent au sud. Mais il y a beaucoup de villes comme celle-ci qui existent aux États-Unis où les gens pensent que si vous travaillez dur, si vous suivez les règles, vous devriez bien vous en sortir. Vos enfants devraient s'en sortir encore mieux. Ça me rappelle comment j'ai grandi. Mon père était un républicain, ma mère était démocrate, mais c'était jamais un problème parce que nous avions des valeurs partagées qui dépassaient les partis. Nous venons de connaître une autre saison électorale difficile. Les Américains ont indiqué que les prix étaient trop élevés et que les gouvernements devaient répondre à leurs besoins. L'Amérique veut un changement, mais il y a une manière responsable d'apporter les changements et une manière dangereuse. Et nous pouvons apporter ces changements sans oublier qui nous sommes en tant que pays et en tant que démocratie. Et voici le message que je voudrais vous présenter. Que vous veniez de Wyandotte ou du Wichita, la plupart des Américains ont trois croyances que la classe moyenne est le moteur de notre pays et que la sécurité nationale forte nous protège et que notre démocratie, peu importe les difficultés qu'elle connaît, est sans pareil et qu'il faut se battre pour elle. Le Michigan a inventé la classe moyenne. L'idée révolutionnaire que vous pouvez travailler dans une usine qui produit des autos et acheter une de ces autos. C'est le rêve américain. Mais pour étendre la classe moyenne, il faut réduire les prix sur des choses qui coûtent les plus chères, les denrées alimentaires, les logements, les soins de santé. Il faut des bons postes, des postes syndiqués et faire en sorte que les bons postes reviennent aux États-Unis. Il faut donner aux entreprises américaines la certitude dont ils ont besoin pour investir et créer les emplois de l'avenir. Et il faut un système fiscal qui soit juste pour les gens qui ne gagnent pas des milliards de dollars. Le président a beaucoup parlé de l'économie, mais il est toujours important de comprendre ce qu'on vous dit exactement. Donc, est-ce que ces plans aident les Américains? Non, pas du tout. Le président Trump essaye de donner des avantages sans précédent à ses amis milliardaires. Il cherche à trouver des milliers de milliards de dollars pour donner aux plus riches aux États-Unis. Et pour ce faire, ils vont vous faire payer partout dans votre vie. Les prix des logements et des denrées alimentaires augmentent et ne réduisent pas. Il n'a pas de plan crédible pour gérer cela. Ces tarifs sur les alliés comme le Canada vont augmenter les prix de l'énergie, des voitures et du bois d'œuvre. Il a commencé une guerre commerciale qui va affecter les fermiers et vos primes d'assurance et vos médicaments vont coûter davantage parce que les mathématiques de ces propositions ne fonctionnent pas. En attendant, pour ceux qui suivent, la dette nationale ne fait qu'augmenter et ne se réduit pas. Et s'il n'est pas prudent, il pourrait nous mener à une récession. Et une chose encore plus importante, pour payer son plan, il pourrait s'intéresser à votre retraite, la sécurité sociale, les Medicare et les prestations pour les anciens combattants. Elon Musk a dit que la sécurité sociale était une arnaque. Je vous parle d'Elon Musk. Est-ce que vous pensez que lui et ces jeunes de 20 ans utilisent leur propre serveur pour étudier vos comptes en banque, vos informations fiscales, vos informations de santé? Aucune protection contre les attaques cybernétiques, aucun encadrement, aucun garde-fou sur ce qu'ils font avec vos données privées. Il nous faut un gouvernement plus efficace. Si vous voulez réduire les gaspillages, on va vous aider, mais il ne faut pas le faire dans le chaos. Licencier les gens qui travaillent, qui protègent nos armes nucléaires et réalisent la recherche pour guérir le cancer, et puis ensuite les réengager, les licencier et les réengager 2 jours plus tard. Eh bien, si un PDG le faisait, c'est lui qui aurait des difficultés. On a parlé de sécurité économique, mais parlons maintenant de la sécurité nationale. Commençons à la frontière. En tant que quelqu'un qui a passé toute ma carrière à protéger notre territoire, tout pays mérite de savoir qui traverse sa frontière. Un point, un trait. Les démocrates et les républicains devraient tous appuyer cela. Mais garantir la sécurité de la frontière sans corriger notre système d'immigration qui ne fonctionne pas, c'est traiter le symptôme, mais non pas la maladie. L'Amérique est un pays d'immigrants. Il nous faut un système fonctionnel
taillés à l'aune de notre économie, qui permettent aux gens de vérifier, de venir ici et de travailler de manière légale. Et parce que je suis le plan du président, parce que le monde est interconnecté aujourd'hui. La migration, les menaces cybernétiques, l'IA, le terrorisme, la destruction de l'environnement. Un seul pays ne peut pas faire face à tous ces défis. Il nous faut des amis partout et notre sécurité en dépend. Le président Trump aime parler de la paix par la force, mais c'est Ronald Reagan en fait qui l'a dit en premier. Mais je vous le dis, après le spectacle qu'on vient de voir dans le bureau ovale, la semaine dernière, Ronald Reagan se retourne dans sa tombe. Nous voulons qu'on mette fin à la guerre, mais Reagan comprenait que la force exige que l'on combine la force militaire et économique avec une précision morale. Et ce qu'on a vu dans le bureau ovale, ce n'était pas simplement un mauvais épisode de télévision. Cela résume que Trump se rapproche de dictateur et il s'attaque à nos amis tels que le Canada. En tant qu'enfant de la guerre froide, je suis reconnaissante que c'était Reagan et non pas Trump qui était président dans les années 80. Nous aurions perdu la guerre froide. Les actions de Donald Trump suggèrent que, dans son cœur, il ne croit pas que nous sommes un pays exceptionnel. Il ne pense pas que nous devrions diriger le monde. L'Amérique n'est pas parfaite, mais je suis avec la majorité des Américains qui pensent que nous restons exceptionnels, sans parallèle. Et je voudrais avoir le leadership américain plutôt que le leadership chinois ou russe, parce que depuis des générations, l'Amérique a offert quelque chose de mieux. Notre sécurité et notre prospérité, certes, mais notre démocratie, notre système de gouvernement a été l'aspiration du monde entier. Et maintenant, cela représente un risque. C'est un risque lorsque le président décide que vous pouvez choisir quelles sont les règles que vous voulez suivre, lorsqu'il ignore la Constitution elle-même et les ordres d'un tribunal, ou lorsque les dirigeants font en sorte que cela advienne sans défendre cela. Mais c'est également un risque lorsque le président met les Américains en lice les uns contre les autres, lorsqu'il dit aux uns aux autres qu'ils ne devraient pas être inclus, parce que l'Amérique n'est pas simplement un morceau de terre entre deux océans. Nous dépassons cela. Les générations ont combattu et sont mortes pour garantir les droits fondamentaux qui nous définissent. Ces droits et le combat pour ces droits font de nous qui nous sommes. Nous sommes un pays de personnes qui prennent des risques, qui travaillent dur, qui innovent, et nous ne sommes jamais satisfaits. Et c'est ça la superpuissance des États-Unis. Et écoutez, j'ai vécu et travaillé dans beaucoup de pays. J'ai vu des démocraties disparaître. J'ai vu ce qu'est la vie lorsqu'un gouvernement ne fonctionne pas. Si vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise sans donner des pots de vin, vous ne pouvez pas critiquer les dirigeants sans qu'on ne vienne frapper à vos portes au milieu de la nuit. Mais nous voulons que le gouvernement réponde à nous, mais n'oubliez pas que la démocratie est un bien précieux et qu'il faut sauver. Mais comment se faire? Je sais que beaucoup d'entre vous vous posez cette question. Eh bien, tout d'abord, restez à l'écoute. Il est facile d'être épuisé, mais l'Amérique a besoin de vous aujourd'hui plus que jamais. Si des générations précédentes n'avaient pas combattu pour la démocratie, où en serions-nous aujourd'hui? Deuxièmement, tenez vos élus responsables, y compris moi. Voyez comment vous votez, allez aux rencontres avec les tribunaux et agissez. C'est quelque chose de très américain. Troisièmement, organisez-vous. Prenez une question qui est chère à votre cœur et soyez engageux. Et ça ne compte pas de suivre les choses sur Internet. Non, agissez. Et si vous ne trouvez pas un groupe qui s'occupe de vos questions, commencez un mouvement. Certains des mouvements les plus importants de notre histoire viennent de la base. Et pour conclure, nous savons tous que notre pays vit un moment difficile. Nous ne sommes pas certains de ce que l'avenir nous réserve ou de ce que nous réserve les 10 ans à venir. Mais ce n'est pas la première fois que nous avons connu un changement tumultueux dans l'histoire de notre pays. Je suis étudiant de l'histoire et nous avons connu des périodes d'instabilité politique de par le passé. Et en fin de compte, nous avons choisi de continuer à améliorer le pays. Mais à chaque reprise, nous n'avons su surmonter ces moments que grâce à deux choses, des citoyens engagés et des dirigeants pleins de principes, des citoyens engagés qui font davantage qu'ils n'ont l'habitude de faire pour lutter pour les choses qui sont importantes pour eux et des dirigeants pleins de principes qui sont prêts à passer la balle. Et donc, merci d'être des citoyens engagés. Vous avez suivi le programme, vous êtes donc des citoyens engagés. Et moi et les autres démocrates ne seront les dirigeants pleins de principes dont vous avez besoin. Et je vous souhaite une bonne soirée.